Voilà, je crois que les journalistes, on doit pouvoir s'organiser pour que je puisse voir le public et qu'on communique avec le public. Dans mes collègues candidats président de la République qui sont ici, et vous savez que nous sommes unis dans cet effort, dans cette entreprise pour une alternative nouvelle. Nous voulons changer les Congos et je me permets, je profite de ces micros pour démentir un tweet qui circule et qui m'est attribué. Je vais présenter ce programme, investir dans les citoyens pour développer la RDC. Alors, nous avons besoin des écrans. Je ne sais pas, les journalistes, il faut qu'on fasse attaquer l'homme congolais. Nous voulons aujourd'hui laisser cette idée que le Congo est potentiellement riche. Le Congo a des richesses énormes. 24 000 milliards de réserves minières. La première richesse, c'est l'homme. Parce que si vous ne développez pas l'homme, si vous n'équipez pas l'homme, vous n'aurez absolument rien et les minéraux vont rester dans notre sous-sol, on ne fera rien avec. Voici la RDC aujourd'hui. La guerre. La guerre, partout, à l'Est, partout dans la République. La misère. Voilà l'éducation, ça c'est une école. Un enfant qui va à l'école, seul, là il est en train de suivre les cours de philosophie. L'école, regardez le banc, si un enfant de 7-8 ans utilise ce banc, comment il sera quand il aura 20 ans? Ça c'est une école sans quoi rien, et ces murs peuvent s'écouler sur les enfants. Nous avons 81 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire a moins de 20 millions d'habitants. Ce produit intérieur brut est légèrement deux fois moins que le produit intérieur brut du Kenya. Le Kenya a plus de 70 milliards de dollars. Et ça découle, le produit intérieur brut par habitant, 458 dollars. J'arrondis à 460 dollars. 460 dollars par an pour un Congolais en moyenne. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet argent? Et si vous recourez à l'histoire, vous allez voir qu'en 1960, nous avions un produit intérieur brut supérieur, un produit intérieur brut par habitant supérieur à celui du Canada. Nous avions 218 et le Canada 210. Aujourd'hui, le Canada est à plus de 30 000 dollars par habitant.
les taux de croissance de la population, du produit intérieur brut de base, les exportations, regardez, 10 milliards de dollars, c'est un pays pauvre. Ce n'est même pas le budget d'une université américaine. Donc, une balance commerciale déficitaire. Donc, nous importons plus que nous exportons. Comment est-ce que ça peut être possible? Un pays qui a plus de 80 millions d'hectares de terres arables, un pays qui a de la province de l'Équateur, l'ancien Équateur, est plus grand que la Malaisie. Et la Malaisie exporte pour 20 milliards de dollars par an d'huile de palme. Le Congo central et d'autres provinces, donc nous pouvons avoir, juste pour un produit, autant de milliards de dollars. C'est moi ou bien les micros? Allô? Allô? Développement humain. Regardez là où nous sommes, presque parmi les derniers du monde. Donc, on n'a pas de soins de santé, on n'a pas d'éducation, on n'a absolument rien, et donc les indicateurs sont là. Pourquoi tout cela? C'est la corruption. Ce pays est gangréné par la corruption. Ce pays-là, en 2017, nous sommes 166e sur 183 pays endettés. Est-ce que c'est normal? Comment est-ce que l'investisseur peut venir investir dans ces pays? Que ce soit un investisseur étranger ou un investisseur local, personne ne peut. Parce que vous avez des situations où à chaque fois on vous demande de l'argent. J'ai travaillé pour Mobile et à une époque, même pour avoir un passeport, et nous devions nous référer, comment dire, aux États-Unis pour payer quelque chose, ce qu'ils appellent facilitated payment. Parce que sous d'autres cieux, c'est considéré comme la corruption. On passe. Je donne ici le taux de croissance ou la croissance de la population congolaise depuis 1980. Depuis 1980. Ma voix porte, hein? Voilà. Si le micro fait défaut, vous... Des gens qui habitent en ville et des gens qui sont dans les milieux ruraux. Et vous allez voir, on a commencé en 1980, il y avait 28% des gens qui étaient des urbains et 71,3% des ruraux. Et en 2050, on sera presque 50-50. Et ça, c'est important. Si vous n'avez pas un programme conséquent, si vous ne prenez pas ce problème à bras le corps, c'est que nous allons avoir une famille, une misère, et ce sera une ville où on ne saura pas quoi faire parce qu'il y aura des bandes armées qui vont s'organiser. Pas une ville, pas Kinshasa seulement. Matadi sera pareil, Lubumbashi, Kikwit et les autres grandes villes du pays, comme a compris. En conclusion, la RDC est devenue la risée du monde. Il n'y a pas à commenter. Voilà, revenez. Non, revenez derrière. Et ma vision, c'est très simple. Bâtir un Congo prospère. Un Congo libre et prospère qui offre au peuple congolais l'opportunité d'améliorer sa condition de vie. Et j'aime bien quand je vais ailleurs, on dit que nous ici, dans ces pays, nous, on offre les opportunités et chaque citoyen saisit ces opportunités pour améliorer sa condition de vie. Et pour ça, on ne peut pas faire quelque chose dans la vie, en tout cas c'est ma conception, sans les valeurs. Quelles sont les valeurs que nous défendons? Moi je défends les valeurs, comme on dit, judéo-chrétiennes, les valeurs d'humanisme, en commençant par l'amour, la liberté, le travail, la solidarité, l'intégrité, jusqu'à la protection de l'environnement. La responsabilité, la diversité,
dans une société, nous ne sommes pas tous, comment dire, on n'a pas tous les mêmes chances. Il y a des gens qui sont nés avec handicap, il y a des gens qui ont des problèmes, et il y a des hommes et des femmes. Il nous faut tenir compte de tout ça. Donc, je ne peux pas travailler si je ne me conviens pas avec mes compatriotes des valeurs que nous devons mettre en avant. Et c'est pour cela, pour nous, c'est très important. Comme on le dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se conviennent d'avance. Donc, ces valeurs-là, c'est très important. Aujourd'hui, on n'apprécie pas le travail. Les gens sont devenus oisifs. Il y a des gens qui vont travailler pour gagner $60 par mois. Mais il y a des gens qui ne font absolument rien, qui sont des mendiants, ils sortent avec $500 par mois. Et ce n'est pas possible. Voilà, le programme que je présente aujourd'hui s'appelle Investir dans les citoyens pour développer la RDC comme je l'avais dit tout à l'heure. Et ce programme a des piliers. Les piliers qui soutiennent le programme. D'abord, le social-libéralisme, notre doctrine politique. Nous sommes des sociaux-libéraux, c'est-à-dire oui à l'économie des marchés, oui au marché concurrentiel, oui à la libre entreprise, à la propriété privée, mais aussi il faut une régulation de l'État à côté de la régulation par le marché pour que l'État corrige certaines imperfections du marché. Deuxièmement, la citoyenneté. La citoyenneté, parce que nous voulons être de bons citoyens, des citoyens qui ont certes des droits, mais aussi des responsabilités. Et puis, troisième pilier, des pactes pour le développement. Ce programme, ce n'est pas un programme sorti d'un bureau, d'un groupe d'amis. C'est un programme qui a été testé. Nous sommes partis à l'intérieur du pays. Nous sommes partis, d'ailleurs, je dois remercier par exemple le National Democratic Institute qui nous a aidés. À l'époque, c'était avec les MLC, les MSR. Nous sommes partis dans le Congo central, à Matadi, pour tester notre programme sur la jeunesse et l'éducation. Ce programme a été testé. Ce programme, ça vient des gens qui, les Congolais, qui savent ce qu'ils veulent. Donc, le pacte pour le développement, c'est qu'est-ce que le peuple veut. Est-ce qu'on va mettre une usine sidérurgique là où le peuple n'a pas besoin? Non. Donc, nous devons être en harmonie avec le peuple. Quatrième pilier, la gouvernance intègre. Chers amis, on va voir si ces pays aujourd'hui comme ça, c'est à cause de la corruption. Personne ne fait confiance au Congo. Donc, nous voulons demain être des gens intègres, avoir un pays où les gens peuvent venir investir, ils savent que j'investis mon argent et au retour, je vais gagner. Mais s'il y a des problèmes, je vais m'adresser à la justice et les lois de la République sont les mêmes pour tout le monde et je vais, être guidé par la justice du pays. Cinquième pilier, la réconciliation. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Si vous allez en Ituri, on va vous dire que les Ema et les Lembu se tuent. Vous allez en Équateur, vous avez les populations qui se tuent. Vous allez au Kasaï, on dit non, il y a les Kamona-Sampo. On a instrumentalisé la population congolaise. Nous ne pouvons pas faire ça. Et nous devons tous nous réconcilier. Le président Kasavubu disait en 1960, lors du premier parlement, il disait que je suis très content et je vois la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale est une volonté du peuple congolais de vivre ensemble. Et cette volonté nationale, nous allons tout faire, ça c'est le président Kasavubu, paix à son âme, qui parlait, nous allons tout faire pour que les chambres s'en occupent et renforcent cette cohésion nationale. Le dernier pilier, c'est la règle gagnant-gagnant, en anglais win-win. Vous investissez, vous êtes investisseur, vous devez gagner. Le pays
doit gagner. Le peuple congolais doit gagner. Personne ne peut venir ici mettre son argent et puis quelqu'un demain les renvoie comme un malpropre en disant que non, monsieur, madame, vous partez. Non. Nous devons avoir cette règle pour ceux qui ont fait la théorie des jeux. Vous savez, il y a une règle de jeu qu'on appelle le jeu coopératif. Le jeu coopératif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé de gagner, comment dire, 1-0 ou 5-0. Vous gagnez moins. Vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir 5-5, pas légal. Non. Le jeu coopératif, c'est que on peut avoir 10 partagés. Vous avez 7, moi j'ai 3. Nous on a gagné ce jeu. Voilà les éléments clés du programme. Donc il y en a 32 éléments clés, en commençant par l'état des droits, paix et sécurité, éducation, recherche et innovation, agriculture, gouvernance interne et tolérance zéro corruption, emploi, ministère de la route, du rail, des eaux et de la mobilité nationale, jeunesse, administration publique, ordre écologique national, eau, électricité et gaz, santé, tourisme, mines, hydrocarbures, économie numérique, industrie, bâtir un beau pays par un nouveau code de l'habitat, de l'urbanisme et de l'architecture du paysage, fiscalité, les banques de développement. C'est très important. On va certainement dans les questions, vous poserez dans les questions là-dessus. Intégration régionale, nous sommes entourés de 9 pays et nous appartenons à des organisations sous-régionales et régionales, et c'est très important. On ne peut pas se développer seul, et un pays voisin ne peut pas croire que lui se développe et laisse les voisins dans l'état de sous-développement. Femmes, personnes vivant avec handicap, sport, devoir de citoyenneté des entreprises, armée, police et services de renseignement, renouveau culturel congolais, réécrire notre histoire, diaspora au cœur du redressement, réforme constitutionnelle. Voilà les éléments clés de notre programme. Alors, maintenant ce programme a été dit, je vous ai donné les points que nous allons traiter, que nous avons traités dans le programme, mais ici je ne parlerai pas de tous ces 32 points, je vais résumer, prendre 6 ou 7, mais ce programme a reçu une contribution. Et dans cette même salle, avait présenté les livres bleus. Et il nous avait dit que ces livres, je les mets à la disposition de tout le monde. C'est 34 propositions, je crois, qui contenaient ces livres. Je les mets à la disposition de tout le monde, et celui qui veut les utiliser, qu'il les fasse. Et nous avons trouvé, dans le programme que je viens de citer, dans les éléments clés du programme, vous avez ces 7 éléments qui viennent de ces livres bleus. C'est-à-dire, le ministère de la route, du rail, des eaux et de la mobilité, nous avons trouvé une idée très géniale, c'est concret, c'est frappant, et nous l'avons fait. L'ordre écologique national, et tout ce que vous voyez ici, plus la diaspora au cœur du redressement. Réécrire notre histoire, c'est fantastique, et nous pensons qu'on ne peut pas continuer à vivre et aller de l'avant si on ne connaît pas son histoire, si on n'a pas de ressorts, si on n'a pas de ressources, parce que dans l'histoire, on se ressource et on se projette vers l'avenir. Dans ce programme, voici nos priorités. Il y en a 7. Il y en a 7. Vous allez dire pourquoi vous avez mis 7. Souvent on demande aux gens quelles sont vos 3 priorités, vos 3 premières priorités. Mais nous on a mis 7 parce que ce pays, c'est un pays à reconstruire. L'état de droit, première priorité. La paix et la justice. Je suis parti à Goma. Et à Goma, quand on développait le programme, j'ai été voir les communautés, et à chaque fois, je demandais
qu'est-ce qu'on doit faire pour vous si je deviens demain président de la République? Qu'aimeriez-vous que je fasse en priorité? Se dire, oh, M. Fayou, arrêtez-nous effectivement de ça. Pour nous, c'est la paix. Si vous nous mettez ici dans ces pays, vous nous obtenez la paix, nous savons faire le reste. Éducation et recherche et innovation. Important pour nous. Singapour n'a absolument rien. La Suisse n'a pas on ne peut pas comparer en richesse avec une seule province du Congo. Regardez la Suisse. Regardez la Malaisie. Et pourquoi nous sommes comme nous sommes aujourd'hui? L'agriculture, autrefois fleuron de l'économie congolaise. L'agriculture. J'ai parlé des palmiers nains, j'ai parlé de la Malaisie. Le palmier nain a été développé ici par l'Institut INERA de Yangambi. Les Malais sont venus, ils ont pris ça ici, ils sont partis développer chez eux. Aujourd'hui, ils sont riches avec ces produits. Gouvernance intègre et tolérance zéro, corruption, l'emploi, les ministères de la route, du rail, des eaux et de la mobilité nationale. Ça, ce sont nos priorités. Mais je parlerai aussi dans les documents ici de la fiscalité. Parce que sans fiscalité de développement, on ne peut pas se développer. Voilà les propositions sur l'état de droit. Très simple. On doit être comme les autres. On ne peut pas écrire une constitution et la saboter et ne pas la respecter. La première chose, nous allons veiller au respect strict de la constitution. Nous allons resacraliser, passez-moi les termes, nous allons resacraliser le serment du président de la République contenu dans l'article 74 de notre Constitution. C'est important. On ne peut pas dire une chose et faire son contraire. C'est comme ça qu'on ne nous prend pas au sérieux. Aujourd'hui, vous dites 1 plus 1 égale 2. Et demain, vous dites 1 plus 1 égale 3. J'ai lu les livres de Mme Clinton et il a dit que quelqu'un aux États-Unis a réussi à faire comprendre aux Américains que 1 plus 2 égale 5. Si vous lisez son dernier livre, vous allez voir. S'il y a un problème, les filles et les fils de ce pays doivent passer par la procédure normale, avoir des discussions avec les communautés pour que cet article qui fait problème fasse l'objet d'une modification. Nous allons veiller à ce que le contrôle parlementaire soit réellement effectif. Il n'y a pas de contrôle parlementaire. J'avais écrit à monsieur les présidents de l'Assemblée nationale, ma mémoire ne me fait pas défaut, le 9 avril 2013. Je lui ai écrit une lettre en disant, et cette lettre il a lue, et il est venu à l'Assemblée nationale, il a décrété un huis clos. Et que j'ai reçu une lettre très intéressante, et je vais dire, voilà, j'avais 6 points, mais je vais donner seulement 2 points. Le premier point, ou un des points, c'était les contrôles des ressources mises à la disposition de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent du contribuable, pas les contrôles. Deuxième point, c'était le point sur la nationalité. Que demain, moi si je suis président, le président de la Commission économique et financière de l'Assemblée devra être quelqu'un qui fera partie, qui sera membre d'un parti qui n'est pas au pouvoir, pour avoir respecté les contrôles. Vous n'avez rien à craindre. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Les cardinals Moussembo le disaient, ils continuent à le dire tous les jours. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Aucune interférence du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif ne sera tolérée. Instaurer la règle tolérance zéro corruption dans l'administration et de la justice, et tout magistrat
qui sera pris en flagrant délit de corruption sera radié à vie. Et vous allez voir, il y a des propositions très draconiennes. Pour la corruption, fonctionnaire, n'importe qui, on vous attrape, on va investiguer, on va faire une enquête. Vous avez des immeubles, vous avez des bâtiments, vous avez des biens, et vous devez les justifier. Si on vous attrape, vous devez justifier tout. Et si vous n'arrivez pas à les justifier, on retire tout ce que vous avez et vous allez en prison. Paix et sécurité. Nous allons restaurer l'autorité de l'État dans toutes les provinces et nous devons nous assurer qu'il y a une administration qualifiée et pourvue de moyens financiers, matériels et humains adéquats. Aujourd'hui, j'ai sillonné le pays. Quand vous allez dans certaines administrations, dans certains territoires, vous vous posez la question, est-ce que je suis dans une administration de l'État? Je suis dans un bureau de l'État. Nous allons œuvrer pour que l'accord cadre du 24 février 2013, signé par 11 pays d'Afrique à Addis Abeba, soit revisité et discuté avec beaucoup plus d'engagement ferme de la part des signataires. Dans cet accord, il y a des engagements pour la RDC, il y a des engagements pour les autres pays. Mais l'accord n'a jamais été respecté. Et le Congo lui-même prend cet accord avec beaucoup de légèreté. Et nous devons nous asseoir, nous regarder et nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Comment nous pouvons nous organiser pour que le Congo soit en paix et que cette paix assure le développement et du Congo et de la région. Nous allons réformer complètement le secteur de la défense nationale, la défense, la police, à l'insécurité à l'est de la République, en Ituri, au Kasaï au pluriel, et dans toutes les autres zones de sécurité que compte le pays. C'est ultime, c'est primordial, parce que sans sécurité, sans paix, on ne peut absolument rien faire. Nous allons assurer l'intégrité territoriale par un corps spécial et bien formé. Nous allons demander à tous les pays voisins d'accepter avec l'aide de l'Union africaine et des Nations unies les rapatriements de leurs ressortissants clandestins se trouvant sur le sol congolais. Le Congo a toujours été un pays hospitalier. Si vous êtes là pour exercer des activités qui vont vous bénéficier et faire bénéficier aussi le Congo, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes là pour s'aimer la discorde, pour occasionner l'insécurité, nous allons demander à ces pays, calmement, gentiment, en négociation, d'accepter les rapatriements de leurs concitoyens. Nous allons distribuer, nous allons tout faire pour que soient distribués équitablement les revenus issus des exploitations minières dans les zones minières. Nous disons que demain, nous avons des enfants. Comment je vais financer ces cascades? Malheureusement, on vous déclare oui que semaine, on n'a jamais atteint ou dépassé 5 milliards. Donc ce budget-là, ces ressources-là, existent parce que le budget congolais est voté en équilibre. Donc on commence d'abord par les ressources et après on affecte les emplois. Donc les 5 milliards sont là. Le deuxième, nous avons la gouvernance interne. Si nous mettons en place une fiscalité de développement, il y a M. Luzo Lubambi et même le Premier ministre de Matata à l'époque parlait de coulage. Parlait de 15 milliards de dollars de coulage dans cette économie-là. Et c'est vrai. Alors nous disons, avec une fiscalité responsable des développements, nous pouvons, avec une gouvernance intègre, tolérance, corruption zéro, nous pouvons récupérer 12 milliards. 5 milliards existants, 12 milliards grâce à l'état de droit,
Les gens savent que les règles sont respectées, les gens sont sérieux, ils respectent leurs paroles. Merci beaucoup, Bande Konanga, journaliste. Nazali Kongolo Balima José, Kombo Nangai, secrétaire exécutif provincial SID Django, secrétaire exécutif qui est parti à Soldat du Peuple, Martin Fayoulou. Awa, Toué Kotala, Kolanda, Koyoka, Peko Bomba, Namitema, parce que la première, il y a valeur, il y a Bisso, Bana ici déjà, amour, Oyo Toyoki, Tokangi Ango, Tosengeli Toche Ango, na Misala Lobi, Soki Tokoti, na pouvoir, Soki Tozu pouvoir. Évidemment, le là, Bisso la Tchangou, est-ce que Tchangou est pris en compte dans le programme du gouvernement Oyo, soldat du peuple zéro, a présenté solennellement, publiquement, la peuple congolais, oui. Alors on a eu de ça là, et Zapé Angouana, suivre en direct, étant présent, que Tchangou les a pris en compte dans le programme Oyo, soldat du peuple, Martin Fayoulou, a présenté, il y a budget, il y a 190 milliards de dollars. Tchangou les a pris en compte dans le programme pour le développement. Merci beaucoup. Moi, Mboka Mbote, na mukuse touti komona yo awa na dynamique de l'opposition. Vraiment, nini est motivé d'abord kokoma kati na OSK. D'abord motivé par le fait que on a souci ya Mboka Oyo. Nous allons opposants de l'Union, quand ils ont décidé de la dynamique. Bon, c'est vrai que la Kendala Moukmanité est en vol, mais la carte est ensemble, toujours les mêmes familles politiques. Ils ont fait un changement pour Wana. Il y a un très bon pour Yangai, pour Fayoulou, pour Takulaka, pour Mini, pour Mini. Les Makanisi, ils ont un mot pour la Tango Yoki, au juge à Mondenge Nini. Na Stéphanie, la Moni quand même qui est toujours autant on a ébaki, compétent, Makanisi, pour la Congo, la Boka Oyo. Pas battre passe l'équipe makasi makanisi wa misi kuna na ba proposition de sali kuna la kanisi ya solo soki bati yango ensemble na ba mususu et ça la programme moko la population espoir makasi mutuna sikasi ozo kwa ke ba ko sala pe programme moko entre bango ba opposa pour ba ko ndima yango parce que ezaka ndela moko peut-être yango wana to ke ina bulu yeke to kolonga te il faut à tout prix donc na moko basanga na poki ba misa programme moko et puis candidat moko poki to longa bande kwa ngambo. Merci mon Mboka. Comme les mots le dit, partant l'inspiration, il y a Denise Lebeu, il y a Excellence Didier parce qu'avec le mouvement, tu sais quoi, l'objectif nous avons c'est de pouvoir redonner l'opportunité à RDC de pouvoir prendre des ailes. Les assos soient démontrés, la situation est très critique et qui demande que chacun d'entre nous prenne les choses en main. Donc il a interpellé dans son programme et les solutions qu'il apporte, nous pouvons que nous prêter main forte par rapport à tout ce que nous sommes. Nous, en tant qu'acteurs politiques, mais également toute la population dans son entièreté. Martin Fayoulou n'a plus rien à démontrer, c'est un Congolais qui a fait ses preuves. Et aujourd'hui, le Congo a besoin de tous ses fils être ensemble, unis, pour pouvoir relever justement la grandeur de cette nation. Honorable en partant du budget colossal que l'honorable Martin Fayoulou a pu relever, de votre part, que pouvez-vous un peu dire par rapport au budget que lui, Martin Fayoulou, préconise par rapport à la budget au budget des autres candidats et ainsi qu'à la nation? Est-ce que ces budgets pourra-t-il faire émerger le pays selon lui? Vous savez, l'émergence du pays est un processus, n'est-ce pas? Donc dire que les 38 milliards dont il a parlé, c'est
en mesure de relever totalement le pays, non. Mais c'est un processus qui doit commencer, n'est-ce pas, quelque part, et atteindre, en entendant Koyoka projection d'ailleurs, il parle d'un summum après 10 ans, n'est-ce pas. Aujourd'hui, nous devons commencer quelque part. Nous devons lancer, déposer des jalons pour que le futur ne soit plus sombre comme ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le présent parce qu'il y a eu un passé qui a été négligé, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce ne sont que les conséquences d'un passé sombre. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que les bases du futur doivent commencer quelque part. Donc, son budget, il a défendu, il montre à sa manière, n'est-ce pas, et de façon assez crédible, comment il compte atteindre en 5 ans, si réellement cette opportunité est donnée, comment il compte le faire. Donc, ça ne va pas s'arrêter sur les 5 ans, mais c'est un processus qui doit continuer. Invité à commenter makambo ya bapesi ozali bongo ote bayambi biso bavandisi biso bameli biso bongo banda sikoyo kotongo lisusu bainvité wana ozala bainvité malamu bongo mama soki mabe ekoti bongo kokobunda na yango te parce soki tobundi na yango te donc endimi tozala bongo na maladi oyo toza nango ya mboka kanyaka ezali koboma mboka ezali kobebisa mosolo eza kopermetre teke tozala mboka oyo etelemi ipo kobundisa eloko wana ute mosolo ya leta ezonga na kati ya ekongolo ya leta po te esala mosala ya leta soki bato bazali kozwa baposition baza koyiba bambongo ekotoka mboka Je réponds à M. Kouma. Je ne sais pas d'abord d'où il vient. J'ai appris que Amélie pourrait candidat président. Mais il doit prendre que lorsqu'on est candidat président, on doit prouver qu'on est entré dans la probité. La machine elle n'est pas prévue par la Constitution, le vote électronique n'est pas prévu par notre Constitution. Nanga lui-même, quand il a fait la loi électorale, il n'a pas été la machine. Lorsqu'il a présenté, lorsque nous avons été à la 5O ici, nous n'avons pas parlé de la machine. Lorsque Nanga a présenté son calendrier électoral, il n'a pas parlé de la machine, il a parlé de l'impression des bulletins. Et le même Nanga dans... Donc cette machine-là sort fortuitement là, et vous voulez même qu'on en discute. Mwana mboka mbote vraiment tomoni bino esha bozalaka na parti politique te mais nini ezo signifier présence na bino awa toza na parti te mais tozali bacitoyen congolais awa toye suivant l'invitation ya mwana mboka Martin Fayulu oyo asali biso quand même honneur ya koreconnaître lutte oyo esha azolike parce que militaire ya ESA, il faut reconnaître que les citoyens ils doivent voter. Et pour voter, il faut un candidat idéal, il faut un candidat du changement, il faut un candidat qui a de l'expérience. Et voilà, c'est sur base de ça que l'unique de tous les candidats pour la République, Martin Fayulu, a sali son honneur, il y a aussi de là-bas la ESA invitation et belé. Donc, pour nous, ESA va participer dans le programme Oyo. Voilà ce qui justifie présence de Bolandi programme, nini boko commenter na programme wana. Il y a pas de programme et nous promettons que nous ça mois et mois études approfondies et puis on fait sa présentation la question. Mais la ministre contrairement à vous les journalistes, plutôt tout ça la analyse on a dit nous doaka tokoti on a labo on sali études approfondies pour tout le monde ceux qui a le but de toi et puis on va vraiment donner nos impressions. Voilà ce que lingi aux élus dans 5 jours donc au bout d'un an là on fait d'autres impressions par rapport au programme et à la candidature on va présenter déjà va poser des questions. Mon amboka merci. Merci. Le résumé est très simple.
nous avons un programme qui s'appelle Investir dans les citoyens pour développer la RDC. Et ce programme est assis sur des piliers, 6 piliers, le social-libéralisme, le premier qui est notre doctrine politique. Deuxième pilier, c'est la citoyenneté, parce que nous voulons être des bons citoyens qui ont certes des droits, mais aussi des devoirs. Troisième pilier, les pactes pour la gouvernance, les pactes pour les peuples. Nous voulons être en harmonie avec le peuple, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que le peuple veut. Quatrièmement, c'est que nous appelons la gouvernance intègre. Zéro tolérance politique. Respecter les lois de la République, respecter les personnes publiques, respecter la culture. Cinquième, la réconciliation. On nous a divisés et nous sommes devenus aujourd'hui des gens qui n'ont presque pas de valeur. Et on se divise presque. Dans ce pays, les Congolais sont il faut qu'il y ait cette cohésion. Sixième enfin, la règle de gagnant-gagnant. Avec ces piliers-là, nous développons un programme. Et ce programme, nous disons ceci, l'état des droits, comment bâtir l'état des droits, comment respecter la Constitution, comment respecter les lois de la République. Ça, c'est la première. Deuxième, comment assurer la paix et la sécurité dans ce pays pour que les citoyens congolais puissent vivre paisiblement. Troisième priorité, l'éducation. L'homme sans éducation, l'homme ne peut rien. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde, mais si vous ne pouvez pas les matérialiser, les rendre en produits finis et donner une valeur ajoutée, ça ne sert strictement à rien. Pour éduquer les Congolais, nous allons monter la part du budget pour l'éducation à 30%. Donc, il faut l'éducation, il faut l'innovation, il faut la recherche. Il faut changer la mentalité que nous avons aujourd'hui. Tout le monde veut être licencié en droit, en économie, en sciences politiques. Non. Demain, il faut des bons maçons, il faut des bons contremaîtres, il faut des bons moniteurs agricoles, il faut des bons charpentiers. Donc, nous allons privilégier les métiers. Donc, nous disons, c'est tout ça. Il faut une infrastructure. Donc, nous allons créer un ministère de la route, du rail, de l'eau et tout ça pour donner au peuple congolais les moyens de se mouvoir et d'évacuer ce qu'il va, récolter suite à ce qu'il a fait au niveau de l'agriculture. Donc, tout ça, ça va nous donner de l'emploi. Ça va créer beaucoup d'emplois. Dans notre programme, nous avons prévu de créer 5 millions 100 000 emplois par an en moyenne pour la durée du mandat. 5 millions 100 000 emplois, 2 millions 400 au niveau de l'agriculture et nous avons à peu près 200 000 ou 400 000 au niveau du tourisme et ainsi de suite. Donc au niveau de l'éducation, au moins plus de 500 millions d'emplois. Nous avons 500 000 emplois par an que nous devons créer. Quand on va alphabétiser chaque année 1,5 million à 2 millions de personnes. Voilà en résumé notre programme qui sera financé, comme tu dis, avec 190 milliards pour les 5 ans, c'est-à-dire 38 milliards par an, qui proviendront du budget actuel, qui proviendront de la gestion efficace que nous allons avoir avec l'état de droit, la gouvernance intègre. Nous avons récolté à peu près 12 milliards à ce niveau, qui va venir des bons emprunts que nous allons faire. Donc nous avons à peu près 5 millions. L'investissement, les nouveaux investissements qui vont venir de toutes parts et la croissance. Voilà. Si je ne cesse jamais de le dire, si aujourd'hui l'opposition présente un candidat commun ou bien une candidature commune, selon vous, vous pensez que le processus va devenir crédible? La réponse est non. Ce qui est plus important au stade actuel, c'est d'obtenir la crédibilité du processus électoral. C'est là où se posent tous les problèmes. L'opposition peut prendre une seule personne dans le contexte actuel et cette personne sera battue par les candidats de la majorité. Puis ce qui est plus important, vous avez suivi, il a évoqué le problème des 10 millions d'enrôlés fictifs sans empreinte.
il a évoqué le problème des machines à voter. Mais si vous restez dans cette logique-là, je l'ai toujours dit, vous de la presse, vous devez quand même faire un effort pour aider le petit peuple. Vous avez un mot à dire là-dessus, vous gérez la masse. Le vrai problème que nous avons, ce n'est pas le problème des candidats comme de l'opposition. Le vrai problème, c'est la crédibilité même du processus électoral. Regardez comment est-ce qu'on est en train d'invalider certaines personnes. Si vous entrez en profondeur, vous posez la question, pourquoi vous avez invalidé tel? Vous n'aurez pas une bonne réponse. On va chercher toujours des prétextes pour dire non, on l'a invalidé pour telle situation, ce qui n'est pas conforme. Moi, je vous dis, le vrai problème que nous avons au stade actuel, c'est la crédibilité du processus qui pose des sérieux problèmes au niveau de ce processus électoral. Mais Senanga d'abord est au service de la majorité. Vous avez suivi même un de leurs qui a fait des déclarations la semaine passée, qu'ils étaient partis à la CENI pour fouiller dans les dossiers d'un candidat, ils ont découvert tel document et tel document. Est-ce que ça relève de leurs prérogatives? Cela montre clairement qu'ils ont une mainmise sur le processus électoral. Tout ce qu'ils peuvent donner comme directive, c'est ce qui sera exécuté par M. Corneille Nangaa avec tout ce pays. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur la crédibilité du processus électoral, qui reste vraiment une préoccupation pour nous de l'opposition. Crédibilité sur quoi? Parce que vous parlez de crédibilité. Bien, écoutez, je viens de citer quelques points majeurs. J'ai parlé du problème de 10 millions d'enrôlés sans empreinte. C'est un problème. Et le président Fayoulou l'a démontré ici. Vous pouvez aller aux élections avec un candidat de la majorité, vous obtenez 12 millions de voix et le candidat de la majorité obtient 10 millions de voix. Et quand il va prendre les 10 millions qui restent dans les réserves là, des enrôlés fictifs là, oui, ce ne sont pas des fictifs, mais ce sont des gens qui gardent pour une mission bien déterminée. C'est pourquoi je parle de crédibilité du procès électoral. Et j'ai évoqué les problèmes des machines à voter. Ce sont des problèmes majeurs. Tout ce que vous dites, non, candidat commun, je l'ai toujours dit, mes chers frères, c'est une histoire qui vient tout droit des laboratoires des services de renseignement. C'est-à-dire quoi? Quand ils vont tricher, ils vont vous dire que non, si nous avons gagné les élections puisque l'opposition n'était pas organisée, c'est un faux problème. J'insiste, je l'ai dit, et je l'ai dit partout, j'ai passé que non. Le problème des candidats communs, c'est un faux problème. Si vous avez des doutes, choisissons même quelqu'un parmi nous, mettons-les en face de leur candidat, et leur candidat va gagner, puisque le procès n'est pas crédible. Les gens doivent comprendre que notre cheval de bataille, c'est d'obtenir la crédibilité du processus. Les histoires d'inclusivité, candidature commune, ça sont des accessoires. Le vrai problème, c'est autour de la crédibilité du procès électoral. Merci. La première des choses, je tiens à remercier le président Martin Fayoulou qui a présenté un très bon programme. D'abord, il a bien expliqué son programme, ce qui est une chose, qui est une bonne chose. Et deuxième point est que M. Fayoulou a mis fin aux spéculations et aux accusations gratuites qui, à l'époque, nos amis de la majorité voulaient salir l'image de l'opposition, que non, l'opposition n'était pas prête pour aller aux élections. Et quand vous allez bien regarder, tous les candidats présidents des membres de l'opposition ont présenté quand même leur programme. Chacun dans son secteur a présenté son programme. Cela veut dire quoi? L'opposition était disposée pour aller aux élections. Mais le danger reste au niveau de la crédibilité du processus électoral. Si le processus n'est pas crédible, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui n'aura pas son vrai sens d'être. Maintenant, nous disons seulement que les opposants se battent pour obtenir la crédibilité du processus électoral. C'est ce qui est plus important. L'opposition n'opte pas pour la machine à voter. Mais c'est ça le problème. La crédibilité du processus électoral, c'est mettre de côté la machine à voter et avoir des explications claires sur les 10 millions d'enrôlés fictifs. Tout ça sont les problèmes que nous devons chercher à connaître. Pourquoi au stade actuel, M. Nangaa n'arrive pas à nous donner de vraies réponses à toutes nos préoccupations. Mais le gouvernement, quand vous ne parlez pas le même langage avec le gouvernement, cela ne veut-il pas que vous voulez pérenniser le président en place au pouvoir? Non, que vous ne voulez pas nous disons ceci. Quand nous parlons de la crédibilité du processus, si nos amis sont sérieux, ils doivent comprendre ce que nous voulons. Mais comme ils sont dans un chemin, comme ils sont dans une voie de la tricherie, c'est la raison pour laquelle ils s'agitent. Pas plus tard que la semaine passée, vous avez suivi un de leurs qui est passé dans tous les médias en train de se glorifier
comment ils étaient à la CENI, ils ont fouillé dans les dossiers de notre président du parti, M. Félix Tshisekedi, pour dire que non, nous sommes allés là-bas, nous avons fouillé. C'est-à-dire quoi? Ils ont une même mise sur la CENI. Admettons même qu'il y avait tel ou tel document. Est-ce que ça relevait de leur pouvoir de fouiller dans notre dossier? Non. D'abord, tout ce qu'ils ont dit, c'était des mensonges. Puisque nous, au niveau de l'IDPS, nous n'avons jamais inséré nos diplômes dans nos dossiers. C'était une façon de dénigrer, de se moquer même de ceux qui se disent intellectuels au jour d'aujourd'hui. Quand nous avons fait ça, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de diplôme. Moi qui vous parle, je suis licencié, y compris le secrétaire général, y compris même le président national du parti. Mais pour montrer leur bassesse, combien ils ne réfléchissent pas, ils se sont permis de passer dans les médias pour rencontrer des sottises. Non, voilà, nous étions à la CENI. Quel pouvoir ils avaient pour contacter la CENI et avoir nos dossiers? C'est-à-dire, même pour modifier les résultats, ils auront encore les mêmes pouvoirs. C'est la raison pour laquelle nous parlons de crédibilité du processus électoral. La CENI n'est pas vraiment correcte, n'est pas neutre pour nous présenter un processus, bien nous organiser des élections crédibles et transparentes. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ceux qui pensent que l'opposition doit présenter un candidat unique, c'est leur droit. Mais je pense, au jour d'aujourd'hui, même si l'opposition se met d'accord pour présenter une seule personne, cette personne sera battue par les candidats de la majorité, puisque le processus ne rassure aucun de nous. C'est moi qui vous le dis.